J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, grand jour, il s'agit d'une vidéo décryptage. Et on va s'intéresser aujourd'hui à une marque que vous m'avez beaucoup demandé d'analyser. C'est la marque Honest Mind, qui est la marque de Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix. Je pense que ça va être intéressant, qu'il va y avoir plein de choses à dire, donc écoutez, allons-y. Petit point neutralité quand même avant de commencer, puisque je ne suis pas tout à fait neutre, je pense, dans mon analyse. Enfin, j'essaye toujours d'être le plus objectif possible, bien évidemment, de m'appuyer sur ce que je vois, de m'appuyer sur les faits, de m'appuyer sur le discours de la marque et de ce qu'elle fait concrètement, mais je vous rappelle toujours un petit peu les éventuels biais cognitifs qu'on pourrait retrouver dans mon analyse. Marie, je la suis sur YouTube depuis de très nombreuses années et elle a aussi été un soutien pour mon travail puisqu'elle a déjà parlé de mon livre, Mon Dressing Heureux, puisqu'elle a déjà même mentionné ma chaîne à certains moments et de manière plus globale, je trouve ses prises de parole et de position très importantes puisque c'est quand même quelqu'un qui est suivi par plusieurs millions de personnes sur différentes plateformes, donc elle a beaucoup d'influence, sa parole est entendue, et clairement je ne sais pas s'il y en a beaucoup sur internet avec une telle audience qui prennent autant la parole sur des questions écologiques. Alors évidemment elle n'est pas parfaite, mais elle a quand même le mérite d'avoir eu le courage d'aborder tout un tas de questions, de les mettre en fait sur la table et du coup à la vue de beaucoup, de millions de personnes. Elle aborde souvent par exemple la question de l'impact carbone, notamment du voyage avec l'avion. Or, c'est quand même pas fréquent dans ce milieu de l'influence où on voit beaucoup d'influenceurs partir à l'autre bout du monde, parfois juste pour une semaine pour assister à une campagne marketing ou enfin voilà. Et donc ça à peu près tous les mois. Enfin je veux dire l'avion et l'influence, c'est vraiment intimement lié. Donc il faut quand même avoir un certain courage pour en parler. Et d'autant plus quand soi-même dans sa vie, parce qu'elle prend encore l'avion de temps en temps, pas fréquemment, mais elle le prend encore, et donc avoir le courage d'amener un sujet, parce qu'on considère que c'est un sujet qui a énormément d'importance, sans en reconnaissant voilà que on n'est pas parfait. Et quand on a à nouveau cette influence-là, moi je considère que c'est tellement important, tellement crucial, et c'est aussi tout l'intérêt de ces vidéos décryptage de marques qui appartiennent à des personnalités publiques, c'est pour insister sur l'influence positive qu'elle pourrait avoir si elle faisait les bons choix. En plus de ça, à côté de sa marque de mode Honest Mind, elle a une marque qui s'appelle Leaves and Clouds, qui est une plateforme, une boutique en ligne où elle vend des cosmétiques bio, la plupart du temps fabriqués en France. Dessus, on y retrouve tout plein de petites marques qui font les choses bien. Et on sent, voilà, un réel engagement de la part de Marie. Alors, on va voir comment ça se traduit avec cette marque qu'elle a créée. Mais en tout cas, comme ça, vous savez que j'aborde cette question, cette analyse, ce décryptage, avec des a priori qui sont quand même plutôt positifs. Et que même si on va voir que tout n'est pas parfait, j'en sais rien, je ne sais pas du tout ce qu'on va voir, mais même si voilà, on découvre que tout n'est pas parfait, moi je suis quand même persuadée que Marie, elle a compris que son influence pouvait être positive et servir à de nobles causes. Et c'est pas si fréquent. On va faire comme d'habitude, on va aller regarder un petit peu comment ça se passe du côté de la gouvernance de cette marque Honest Mind, c'est-à-dire qui la détient, comment ça se passe. Est-ce que Marie est vraiment aux commandes ou pas? Donc pour ça, je suis sur le site d'Honest Mind, je regarde dans les mentions légales et comme ça je vais avoir le nom de la société. Donc il s'agit de la SAS Clam, donc c'est la SAS qui porte la marque Honest Mind. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette société Clam? On peut voir que le capital social est de 50 000 €, c'est un gros apport qui a été fait pour cette marque-là. Donc ça traduit un petit peu les ambitions qu'on souhaite lui donner. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est Marine Mercier qui est présidente de la société. Marie a déjà parlé du fait qu'elle travaillait avec sa belle-mère, donc à mon avis, c'est sa belle-mère qui est du coup présidente et dirigeante de la société Clam. Et ce qu'on voit, c'est que l'unique actionnaire, c'est Marie Lopez, qui détient 100% des parts de la société. Donc ça veut dire que c'est Marie qui a apporté l'argent dans cette société pour qu'elle puisse être lancée, pour qu'elle puisse tourner, et que c'est sa belle-maman qui est la représentante légale. Donc je suppose qu'elle fonctionne un petit peu de concert pour les prises de décision. Et comment est-ce que ça marche par exemple pour la rémunération? Là il faudrait avoir accès au compte pour savoir précisément, mais par exemple, Marie, comme elle est l'unique actionnaire, elle peut ressortir des dividendes à la fin de l'année, à chaque exercice de cette société, s'il y a des bénéfices évidemment, et
sa belle-maman, elle peut se payer un salaire de dirigeant. Ce qu'on retrouve aussi sur le site, c'est l'organigramme, donc comment c'est agencé tout ça. On retrouve donc la société Clam, dont la présidente c'est Marine et l'actionnaire c'est Marie. C'est la même configuration pour la société Milanova, ça doit être ceux qui portent la marque Leaves and Clouds, et on voit que Marie elle gère aussi une autre société qui s'appelle Jelly Bean, et ça c'est la société qui gère toute son activité de créatrice de contenu, influence, etc. Donc c'est une organisation qui est assez classique, il n'y a même pas de montage financier avec un système de holding par exemple, comme on avait pu voir avec la société de Sissi Mua. Et même si elle n'est pas présidente des sociétés, elle est l'unique actionnaire, donc elle a réellement les deux pieds dedans. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur le compte Instagram, comme d'hab. Et on peut lire directement dans la bio, fabrication responsable et matière durable. C'est là où ça va être super intéressant à mon avis ce décryptage, puisque ça va être la première fois depuis le début de l'année, donc depuis que j'ai choisi d'analyser des marques qui appartiennent à des personnalités publiques, qu'il y a un réel positionnement engagé derrière la marque. Là, on nous parle directement de fabrication responsable et de matière durable. Bon alors, à nouveau, sur ce mot durable, on en a déjà parlé, c'est un mot qui est ultra galvaudé, c'est un mot qu'on utilise à toutes les sauces et qui en fait ne veut plus rien dire finalement. Durable, normalement, ça vient de durer, ça veut dire qu'il dure dans le temps. Donc ça présuppose une forme de qualité, donc un vêtement qu'on va pouvoir laver potentiellement pendant 10 ans et qu'on va pouvoir toujours porter. Étymologiquement, durable, ça peut vouloir dire ça, mais avec l'expression développement durable, enfin voilà, en fait on est complètement perdu, c'est un mot qui est complètement galvaudé, qu'on utilise n'importe comment. Et moi je trouve que c'est un petit peu dangereux, même pour une marque, d'utiliser ce mot-là, parce que selon moi c'est pas assez précis, c'est pas assez engageant quoi. Mais voilà, à nouveau, on est sur un positionnement qui est engagé. Et à partir du moment où on est un créateur de contenu qui est suivi par beaucoup de personnes et qu'on crée une marque qui va avoir un positionnement engagé, on pose une pierre à l'édifice en fait, parce que on permet à ce message-là de passer. On insiste sur le fait que c'est important que la marque que l'on crée et cet engagement-là. Ce qui est aussi précisé dans la bio, et on va s'y arrêter un peu parce que je trouve ça super intéressant, c'est qu'il s'agit de collabs exclusives en drop mensuel. Honest Mind a choisi un business model que je trouve vraiment intéressant. On va s'y arrêter 2 minutes, je suppose qu'à un moment donné, elle va expliciter ça de manière un petit peu plus claire. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant, et d'autant plus justement quand on parle d'une marque qui appartient à une personnalité publique. Vous allez voir pourquoi. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous suiviez Marie à l'époque, mais en fait, Honest Mind, ça avait été lancé un 1er décembre avec un sweat que Marie avait confectionné qui était censé lancer les vlogmas, puisque Marie filme depuis plusieurs années un jour une vidéo au mois de décembre, et donc elle avait voulu lancer la marque avec ce sweat qui démarrait le 1er décembre. Et sur le sweat, je me rappelle plus exactement ce qu'il y avait écrit, mais peut-être juste Vlogmas ou quelque chose comme ça. Donc il y avait écrit quelque chose qui finalement n'était pas ni universel ni intemporel, c'est-à-dire que on peut supposer que Vlogmas, on va peut-être pas porter ça au mois de juin, et potentiellement que dans 10 ans, on sera un petit peu éloigné de ce que ça signifiait pour nous au moment où on l'a acheté. Vous voyez, c'est pas un vêtement qu'on va avoir envie de porter longtemps. Pas un vêtement durable finalement. En plus de ça, si je ne dis pas de bêtises, ça remonte, donc je ne suis plus sûre. Mais il me semble qu'on était sur du coton bio, mais sur une fabrication au Bangladesh. Donc un petit peu sur les modèles dont je vous parle assez fréquemment, sur le modèle des marques qui se créent, qui se revendiquent éthiques et responsables, mais dont finalement le modèle économique, c'est simplement d'acheter des sweats en coton bio mais sans certification, fabriqués au Bangladesh avec bien souvent sous l'égide de la Fairwear Foundation, mais bon sans plus de garantie que ça, et puis qui font soit brodés, soit imprimés le logo ensuite en France. Il y en a plein des marques qui se fondent et qui font ce genre de choses. Moi, ça m'agace un peu parce que évidemment ils surfent sur la branche, sur la vague. Qui surfe sur une branche exactement? Qui vont surfer sur la vague de l'éthique et du responsable pour vendre en fait, pour se classer dans une petite niche comme ça, et dont le but est juste en fait de créer une entreprise plutôt que d'essayer de s'inscrire réellement dans une économie qui serait plus vertueuse. Et finalement ce flop, ça lui a permis de se poser la question et d'arriver sur ce business model que moi je trouve hyper intelligent. Elle a décidé que les vêtements qu'elle créerait, ce seraient des vêtements qu'elle créerait en collaboration avec des marques qui connaissent déjà leur travail, qui ont déjà ce sens
de la mode, et probablement avec des gens qui ont fait des études de mode, ou en tout cas qui ont une réelle appétence, quelque chose à apporter au monde. En fait, selon moi, créer une marque de mode alors qu'on n'a rien à apporter en termes de mode, c'est un non-sens écologique. Créer quelque chose qui ne sert à rien, de toute manière, ça ne va pas dans le bon sens. Donc elle choisit plutôt de s'associer avec des petites marques pour faire des lancements régulièrement de nouveaux produits. Et moi, je trouve ça vraiment très smart. Déjà parce que ça permet aussi de mettre en avant ces petites marques-là, qui essayent de faire bouger les choses toutes seules dans leur coin, mais à nouveau qui n'ont pas l'influence de Marie. Et finalement, Honest Mind, mais un petit peu comme Leaves and Clouds, sert de plateforme, sert de tremplin pour toutes ces petites marques-là. Après, évidemment, la question qui se pose, c'est le choix des marques avec lesquelles ils travaillent. Est-ce que ce sont des marques qui sont réellement éthiques et engagées ? Est-ce que y a un effort qui est fait du côté social, mais aussi environnemental, ou l'inverse ? Ça, on va le découvrir en allant voir le site. Mais moi, ce que je peux remarquer déjà, juste en balayant comme ça le feed, c'est que d'un point de vue de la diversité des corps, on voit qu'il y a une volonté quand même. On voit des corps qui ne sont pas tous filiformes et ça fait vraiment du bien. Allez, allons voir le site, je meurs d'envie d'aller voir à quoi ça ressemble tout ça. On va commencer comme d'habitude par l'onglet à propos pour voir un petit peu les mots qu'ils choisissent pour se décrire, pour décrire leur engagement, etc. Quand ils parlent de leur mission, ils expliquent que le but c'est de mettre en avant des marques de mode éthique à travers des collaborations uniques. Donc vous voyez, il y a vraiment cette volonté de participer quelque part à être un tremplin. Donc globalement, les engagements, ça va être de travailler avec des marques qui font du Made in France et du Made in Europe, avec des collections capsules, de veiller aux matières qui vont être choisies, donc des matières de qualité qui vont résister dans le temps, de faire un choix de matières éco-responsables, donc recyclées, recyclables, revalorisées, vegan, bio, fin de stock. Alors attention par contre à recyclable, puisque du polyester c'est recyclable, hein. Donc ça c'est vraiment j'aime pas trop voir cet adjectif là. Recycler, ok, même si évidemment on a déjà parlé dans plein de vidéos décryptage, il y a plein d'enjeux derrière tout ça, mais recyclable c'est toutes les matières à part celles qui sont mélangées bien sûr sont recyclables. Ok, deuxième pilier, l'accessibilité, donc ça veut dire que c'est une marque qui va se positionner sur des prix juste, donc le plus à l'équilibre possible, en veillant évidemment à garder une marge qui permette à la marque de survivre dans le temps. Après, vu le business model, c'est aussi intéressant de se demander, évidemment on n'aura pas la réponse parce que ça c'est dans les petits papiers et dans les contrats, mais comment la marge se répartit entre Honest Mind et la petite marque du coup qui est en collaboration, puisque évidemment la petite marque elle va y gagner en termes de visibilité, ça va comme on l'a dit lui servir de tremplin, il y a son nom qui tout d'un coup va être prononcé probablement, et puis un vêtement qu'elle aura fabriqué qui va être porté par Marie, Enjoy Phoenix, sur ses réseaux. Ça va évidemment lui permettre de gagner beaucoup de lumière, donc je suppose que elle va porter pas mal des coûts de production, mais est-ce que Honest Mind en porte aussi des coûts de production, ou est-ce que il se dirige plutôt comme étant plutôt toute la partie communication, etc. autour du produit? Je sais pas comment ça s'arrange, mais c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question là, puisqu'il y a vraiment deux marques qui, pour chaque produit, ont travaillé. Dans le paragraphe sur l'accessibilité, on nous parle aussi de l'inclusivité, donc le fait qu'il y a un large choix de taille, que ce soit unisexe, etc. Donc ça c'est intéressant aussi. On va voir comment ça se traduit, bien sûr, mais évidemment c'est toujours un positionnement qu'il est bon d'entendre. Toutes les marques, à vrai dire, ça devrait être une base, tout ça. Ça, je trouve ça assez chouette de lire ça. En tant que personnalité publique, Marie considère qu'il est davantage une question de responsabilité qu'une question de légitimité, de promouvoir un modèle de consommation plus sain et durable auprès de sa communauté. C'est un petit peu avec ça que j'ai commencé cette vidéo, c'est-à-dire que je pense qu'il faut du courage pour amener des sujets, parce qu'on les considère importants, on considère que un maximum de personnes doit être au courant et doit tenter de diminuer son impact, parce qu'on est vraiment dans une urgence, mais en même temps, ne pas vivre 100% aligné avec ce discours-là, puisque Marie, de temps en temps, elle part en vacances, elle prend le train, beaucoup le train d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas souligné, mais dans cette quête, dans ce discours de diminuer son empreinte carbone, elle a considérablement réduit, et selon moi, elle montre réellement l'exemple, puisqu'elle fait beaucoup de déplacements, et qu'elle les fait beaucoup en train. Mais voilà, peut-être une fois par an, elle va cramer tout le budget carbone
en prenant l'avion pour aller passer des vacances. Mais bon, si vous voulez, moi je connais plein de personnes dans ma vraie vie qui font la même chose et qui font même plus qu'elle. Et évidemment qu'en faisant ça, en cumulant ce discours et ses actions dans sa vraie vie, évidemment qu'elle se prend tout un tas de réflexions. C'est évident. Les gens adorent pointer les contradictions des autres, mais le truc c'est qu'ils vont pas aller signifier à un influenceur qui prend l'avion tous les mois à l'autre bout du monde que ce qu'il est en train de faire n'est pas responsable. Pourquoi ? Parce qu'il aura jamais pris la parole à ce sujet. Alors que, à nouveau, moi aussi, je considère que c'est plus une question de responsabilité que de légitimité. Puisque, à notre échelle, on fait tous comme on peut, en fait. Et des gens qui prennent l'avion pour aller à l'autre bout du monde, j'en connais plein, et qui le font beaucoup plus que Marie, par exemple. C'est toujours facile, en fait, de pointer les contradictions des autres, alors qu'il s'agit, en réalité, d'un réel courage de prendre la parole et d'expliquer ce que tout le monde devrait savoir et ensuite voilà, de faire comme on peut. Voilà, donc le but de ce projet est de pouvoir permettre aux consommateurs d'analyser leurs actions et d'essayer de les améliorer en proposant de nouvelles alternatives d'achat. À nouveau, et en fait c'est un super bon élève, c'est presque par Honest Mind que j'aurais dû commencer ces décryptages de marques, de personnalités publiques. Enfin, je trouve que c'est un excellent élève, peut-être pas voilà à 100% dans le concret quand on va analyser les fiches produits, mais en tout cas dans la démarche, c'est exactement ce vers quoi il faudrait tendre. Le fait de lancer une marque qui soit engagée, ça met les enjeux sur la table, ça explique en fait, enfin tous les gens qui vont vouloir consommer cette marque parce qu'il va y avoir une petite impulsion à cause de Marie, parce qu'on a envie de la soutenir, parce qu'on lui fait confiance, pour tout un tas de raisons qui font qu'elle est influente aujourd'hui, on va être obligé de se confronter à un moment donné à ce qu'elle a écrit sur ses fiches produits par exemple, ou au discours qu'elle va mettre en avant pour parler de ce produit-là. Donc la matière utilisée, le lieu de fabrication, le fait que c'est une fabrication locale, le fait que c'est une petite marque, ou peut-être même un peu plus dans le détail, le fait que cette matière a été cultivée à tel endroit et sans pesticides, ou bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait de mettre l'accent dessus va faire que plein de gens qui n'en avaient absolument rien à carrer ou qui ne s'étaient juste pas posé la question de comment étaient fabriqués leurs vêtements et de quel impact ça pouvait avoir, ça permet de les exposer à ce genre de nouvelles idées, à planter des petites graines en fait. Et c'est hyper important, je trouve. Et c'est exactement, moi, ce que je voudrais induire comme action, comme mouvement, en choisissant de faire ce genre de décryptage-là, sur ce genre de marque-là. C'est que les influenceurs, les personnalités publiques reconnaissent leurs responsabilités, le rôle qu'ils peuvent jouer et tendent vers ce genre de démarche. Un petit laïus sur les matières durables, et là vous voyez ils ont enlevé recyclable, ils ont bien fait. Ils parlent même du coton qui est présenté comme une matière qui n'est pas si écologique que ça, puisque je pense que vous commencez à le savoir, on en parle très régulièrement dans les vidéos décryptage, mais le coton c'est une culture qui va demander énormément d'eau pour être cultivée. Il n'y a qu'à regarder les photos de la mer d'Aral, à quoi elle ressemble aujourd'hui à cause de l'irrigation des champs de coton, c'est vraiment flippant. C'est aussi une culture qui va demander énormément de pesticides, qui bien souvent va être OGM. On va retrouver aussi beaucoup d'esclavage moderne dans les champs de coton, enfin bref, c'est vraiment pas une matière écologique. C'est une matière qui est naturelle, ça veut dire qu'elle n'est pas fabriquée à partir d'hydrocarbures ou à partir de chimie, c'est vraiment que vous avez la plante, le coton, et à partir de ça, avec des procédés mécaniques, on arrive à du tissu à un moment donné, ou à du tricot. Mais c'est vrai que c'est chouette de le rappeler, il y a pas mal de créateurs et de créatrices de contenu qui auraient saisi matière naturelle finalement pour faire de la pub là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau, on a déjà vu ça. Hein. Matière naturelle, ça ne veut pas dire matière écologique, et ça, c'est apporter de la nuance, c'est permettre aux consommateurs de se poser davantage de questions, d'avoir davantage de connaissances, d'informations pour mieux faire ses choix. Dans un marketing qui, d'ordinaire, est beaucoup plus tout blanc, tout noir, c'est-à-dire, voilà, matière naturelle, c'est écologique. Même chose ici, il y a un petit laïus sur les ateliers et les usines de fabrication. Il est rappelé dans le paragraphe que même en Angleterre, même en France, il peut y avoir des violations des droits des travailleurs. Quand je vous parle de violation de droits des travailleurs, voilà, c'est pas une petite entorse à votre contrat de 35 heures, non, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans des caves sans contrat, qui font des horaires pas possibles, qui sont payés des misères, qui n'ont pas de sécurité sociale évidemment, puisqu'ils n'ont pas de contrat de travail. Ça, ce sont des choses qui se produisent en France, ce sont des choses qui se produisent en réalité partout en Europe. Donc à nouveau, on amène un petit peu de nuance dans le discours. Sur le fait aussi que ce n'est pas parce qu'un vêtement n'est pas labellisé
que ça ne veut pas dire qu'il a été fabriqué dans de bonnes conditions, parce que les labels coûtent extrêmement cher. Ça c'est sûr, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup plus de coton bio qui est vendu dans le monde que de coton bio qui est cultivé. Donc il faut aussi faire attention, et il faut aussi que les marques se rendent compte. Alors là j'exclus de tout ce que je vais dire les grandes marques, puisqu'en fait les grandes marques elles ont les moyens d'acheter des tissus qui sont labellisés ou de travailler avec des ateliers qui sont eux-mêmes labellisés. Donc il n'y a pas cette question du budget qui rentre en compte quand on parle d'une marque qui est déjà très installée. Il n'y a pas d'excuse en fait. Mais pour les petites marques, c'est aussi intéressant de savoir que c'est pas parce qu'on achète du coton bio que ce coton est réellement bio. En fait, s'il n'y a pas de label qui vient le contrôler, ou alors si on n'a pas remonté nous-mêmes la filière de production, c'est difficile, je trouve, moi, éthiquement, de parler de coton bio si on peut pas nous-mêmes nous justifier à nous-mêmes, quoi. Et ils expliquent aussi comment ça se passe les collaborations avec donc les petites marques et Honest Mind. Ça c'est super intéressant, je trouve, de faire un petit topo là-dessus. Premièrement, ils expliquent qu'ils font un petit décryptage, exactement comme je suis en train de faire là, un petit décryptage pour savoir si la marque correspond ou non à leurs exigences. En termes de raison d'être, très important, la raison d'être, de matières utilisées, origines de fabrication, l'impact écologique, les labels, etc. Il y a ensuite évidemment des petits allers-retours qui se passent pour échanger avec la marque, pour aboutir à la co-création. Et puis la mise en ligne et la communication sur la collab. Alors moi quand je lis ça, j'ai l'impression que au niveau de la marge et des coûts de production, j'ai l'impression que c'est uniquement la marque qui les supporte et que, comme je le disais tout à l'heure, Honest Mind va plutôt servir dans la collaboration d'être le fameux tremplin, donc d'assurer la communication et puis aussi d'assurer les ventes quelque part, puisque comme c'est à nouveau Marie Enjoy Phoenix, elle va pouvoir vendre davantage que si c'était la marque toute seule. Donc ça va permettre à la marque de pouvoir se dégager, certes pas forcément une marge plus importante, mais en tout cas plus de bénéfices, et d'être ensuite plus à l'aise tout en peut-être conservant des clients et des clientes qui auraient apprécié commander cette co-création et qui vont rester en contact avec la marque ensuite pour voir ce qu'elle va continuer à faire. Et donc dans ce cas-là, le risque financier, ce risque qui va en fait reposer sur les quantités de production qu'on décide à la base, c'est-à-dire est-ce qu'on part par exemple sur 50 produits ou est-ce qu'on part sur 500 produits ou sur 5000, celui-là il va être porté par la marque. Donc je ne sais pas comment ça se passe avec Honest Mind, je ne sais pas s'ils supportent un petit peu ce risque-là ou pas. C'est un risque qui peut être évité par exemple en proposant des précommandes. Comme ça, on produit en fonction de ce qui a été acheté. Et je crois pas que ce soit le modèle qu'a choisi Honest Mind. Je pense qu'ils s'accordent sur des quantités à produire au départ et puis qu'ils vendent ensuite ce qu'ils ont produit. Je crois que ça fonctionne comme ça. Évidemment, l'avantage par rapport aux précommandes, c'est que le produit, quand la personne l'achète, elle le reçoit 3-4 jours après, quoi. Elle n'est pas obligée d'attendre plusieurs semaines, et ça, c'est évident que c'est un frein à l'achat. Aujourd'hui, alors qu'on achète toujours plus vite, sans se poser de questions, la précommande, c'est quelque chose qui va complètement à contresens, puisque on est suffisamment sûr de son achat pour en avoir encore envie quand on va le recevoir 3 semaines, 1 mois après. Ça paraît dingo de raisonner comme ça, de se dire que potentiellement on pourrait ne plus en avoir envie 3 semaines ou 1 mois après. Mais pour autant, je peux vous assurer que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre ère de la surconsommation. Les marques partenaires, donc les marques avec lesquelles ils ont choisi de faire des collabs. J'en connais certaines et que je valide sans avoir besoin d'aller en profondeur dans le décryptage parce que je les connais. Par exemple, c'est le cas de Osloco, c'est le cas de Collection Versatile, de numéro 6, Moea, qui est une marque de basket vegan. Quoi d'autre? Gaia Skin, qui a ressuscité de ses cendres d'ailleurs. Thinking Mu, Bot, Maison Alpha, Cotley, Zeta, pareil, c'est une marque de basket vegan. Il y a pas mal de marques comme ça que je connais bien et qui je sais sont des petites marques engagées, qui font les choses bien et de manière engagée. Donc écoutez les présages
sont plutôt bons. Allez, on va aller faire un petit tour sur les fiches produits. Donc là, j'ai cliqué sur la collection 90s Kids. Ok, donc on va cliquer sur le premier qui est le t-shirt rose. Sorry, Jerry is not available. Donc ça, là, on est à fond Totally Spies, hein, évidemment. Alors, le t-shirt est fabriqué au Maroc, sérigraphié à Lyon, certifié Ecotex. Donc on est sur du 100% coton, qui n'a pas l'air, du coup, certifié bio. Il est en revanche certifié Ecotex. Donc là, elle précise pas si c'est Ecotex standard 100, je suppose que c'est ça. Ça veut dire qu'il est non toxique, donc que les teintures que le coton a reçues par la suite, et ensuite la sérigraphie d'ailleurs, ne sont pas toxiques. Elle précise ensuite que l'atelier dans lequel le sweat est fabriqué est certifié VRAP. Donc elle dit que c'est une organisation dont l'objectif déclaré est de promouvoir une fabrication sûre, légale, humaine et éthique dans le monde entier. Donc déjà je trouve ça pas mal d'expliquer ce que c'est, parce que bien souvent, on l'a vu plein de fois dans les décryptages, les marques balancent comme ça des logos, des labels qui n'existent pas, qui ne veulent absolument rien dire sans expliquer ce que c'est. Donc là au moins voilà, elle nous explique ça. Je vais aller regarder un petit peu plus précisément parce que je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. Il s'agit bien d'un label qui est donné aux entreprises après audit. Donc ça c'est déjà pas mal parce qu'il y a tout un tas comme ça de mentions, labels, etc. qui sont affichés comme ça par les marques, alors qu'en fait il s'agit simplement d'une sorte de, on va dire, de charte d'engagement, disons, qui justifie, mon atelier, il est signataire de cette charte-là, donc quelque part il peut afficher ce label-là, ça veut dire qu'il s'engage à faire des efforts dans ce sens. Là, il s'agit pas de ça, il s'agit réellement d'un label qui s'obtient après audit. Bon, après, il me faudrait des heures pour étudier un label, pour savoir si il est intéressant ou s'il s'agit plus un peu d'une bannière de communication quelque part. Mais ce qu'ils prétendent, en tout cas, c'est que l'atelier se conforme aux exigences de l'Organisation internationale du travail. Donc pour tout ce qui va concerner les postes de travail, les horaires, la rémunération, pas de travail forcé, pas de travail des enfants en dessous de 15 ans, interdiction de harcèlement et d'abus, la rémunération, il faut qu'elle soit que ce soit le minimum requis au niveau de la législation locale, mais ça malheureusement, on sait que ce n'est pas suffisant. Le salaire minimum dans, je pense, la très grande majorité des pays n'est pas égal au salaire vital, c'est-à-dire à un salaire qui permette de vivre dignement, malheureusement. Les heures de travail, l'interdiction à la discrimination, la santé et la sécurité, la liberté d'association, ça c'est hyper important aussi et c'est réellement ce qui manque dans beaucoup de pays textiles. Des notions sur les process de fabrication d'un point de vue environnemental, conformité douanière et aussi au niveau de la sécurité, notamment sur la sécurité des travailleurs. Donc voilà, c'est pas un label que je connais, il me faudrait plusieurs heures vraiment pour me faire un avis sur le sujet, et là c'est pas possible, hein, ça va faire déjà pas loin de 2 heures que je tourne, mais toujours est-il que l'intention est là et qu'ils sont allés choisir un atelier qui était certifié, qui avait fait en tout cas la démarche de payer cette certification-là, puisque un audit, évidemment, ça se paye, et un label aussi d'ailleurs. Ok, donc là, ce qu'on pourrait reprocher, c'est qu'on n'est pas sur du coton qui est certifié bio. Ce qui est dommage, c'est que eux-mêmes reconnaissent un petit peu que c'est pas une matière qui est très écologique, qu'il vaut mieux potentiellement choisir du coton recyclé ou du coton qui est certifié bio. Mais bon, on reste sur une fabrication qui est pas loin du tout et qui est certifiée d'un point de vue social. Je pense qu'on n'est pas sur une co-création là d'ailleurs, on est sur une production pure de Honest Mind. Voilà, donc ça c'est pour leur création à eux. Ensuite, par exemple, si on va voir le top Aura en satin bleu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là on est sur un top qui est co-créé avec Afaya. Au niveau de la matière, on est sur du satin de polyester de qualité issu de stocks dormants. Et ensuite on nous explique que les pièces sont fabriquées à Paris. Et au niveau du détail du prix, ça s'affiche pas en fait sur mon téléphone. Est-ce que c'est juste moi ou et si je fais comme ça? Ah oui, si je fais comme ça, on peut lire. Là il y a peut-être un petit coup de responsive design à faire sur le site. Pour l'affichage téléphone ça marche pas trop. Mais voilà, on voit un petit peu mieux, on voit notamment que la marge est de 30%, le coût de fabrication, voilà, le 28%, hein, c'est toujours de toute façon le plus gros poste de dépense, en tout cas chez des marques qui essayent de faire les choses bien. Sinon, chez les autres, chez la fast fashion, le plus gros poste de dépense, c'est le marketing, c'est la pub. Hein.
Oui, donc ça c'est vraiment hyper intéressant, je trouve, d'inclure ce détail-là du prix, cette décomposition-là du prix. Je trouve que c'est une démarche qui est vraiment transparente et honnête, qui permet justement d'avoir aussi cette réflexion sur le prix juste, donc sur le fait qu'on n'est pas en train de se faire des marges de titan, même si, à nouveau, voilà, dans ce cas-là des co-créations, je sais pas vraiment comment ça se passe pour la marge de Honest Mind. Je suis pas certaine qu'ils s'engagent dans le coût de production et que finalement la marge sur la production elle est portée par la marque. Enfin, voilà, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression quand même que le modèle fonctionne comme ça. Donc là, si on en revient au choix de la matière, on est certes sur du polyester, donc du 100% synthétique, mais qui est issu de stock dormant. Alors, sur ce sujet du stock dormant, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant à dire, c'est que on en voit de plus en plus des marques qui se servent de tissus issus de stocks dormants. On en voit tellement de plus en plus que je suis en train de me demander si c'est pas juste en train de créer une filière pour que les marques, souvent de fast fashion, pour qu'elles aient un canal simplement pour écouler un petit peu plus le surplus de matière qu'elles achètent. Je manque encore de recherche sur le sujet et ma réflexion elle est vraiment qu'au tout début, mais bon je vous en fais part. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas tomber dans l'idée du déstockage, parce que bien souvent vous m'envoyez des messages pour me demander ce que je pense du déstockage, est-ce que c'est finalement une façon éthique de consommer, puisque quelque part ce qui est en déstockage ça veut dire ce qu'on n'arrive pas à vendre, donc ce qui, si on pousse la réflexion jusqu'au bout, peut ne pas être vendu et donc détruit. Donc quelque chose qui aurait été fabriqué et qui n'aurait servi à rien et donc qui aurait été détruit. Donc quelque part, est-ce que intervenir à ce moment-là dans la vie du vêtement, au moment du déstockage, est-ce que ce serait pas quelque part éthique et responsable? En fait, dans une société qui fonctionne correctement, la logique se tient. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la fast fashion, elle crée des vêtements intégralement pour le déstockage. C'est un canal de diffusion comme un autre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle crée des vêtements qui directement vont être affichés à moins 70%, sans jamais passer par la case sans promotion. C'est parce que on les a créés comme ça, parce qu'on a considéré que c'était un canal commercial comme un autre finalement. Donc là, quand on comprend cette logique-là, on s'aperçoit vite, voilà, que le déstockage, c'est un peu de la poudre aux yeux. Et pourquoi est-ce que c'est devenu comme ça ? Parce qu'en fait on n'a jamais réduit notre façon de consommer. On s'est jeté sur le déstockage parce qu'il y avait des soldes, moins 50%, moins 70%, on trouvait ça intéressant, et les marques se sont aperçues qu'on achetait davantage dans ces cas-là que ce dont on avait besoin. Donc forcément pour elles, c'était une aubaine de fonctionner de cette façon-là. Et donc pour tout ce qui va être recyclage et upcycling, pré-consommation, ça veut dire avec des tissus ou des vêtements qui n'ont jamais été portés, qui ont été produits mais qui n'ont jamais été portés, vendus. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière tout ça et c'est pas si évident que ça. La question est vraiment différente si on parle de post-consommation. Ça veut dire les gens qui font de l'upcycling par exemple avec des vêtements qui ont déjà servi, qui sont allés acheter en friperie et hop, ils lui donnent tout à coup une nouvelle vie, une nouvelle fonction en le découpant par-ci, en le découpant par-là, en l'associant à un autre tissu trouvé en friperie et en faisant une veste incroyable. Enfin, on en voit de plus en plus des gens fonctionner comme ça et je trouve que quelque part la logique se tient davantage. Cette histoire des stocks dormants, pourquoi est-ce que c'est problématique et surtout pourquoi est-ce que ça me met la puce à l'oreille? C'est parce qu'à nouveau, on en parle de plus en plus. J'ai l'impression que du coup, il y a des stocks dormants partout alors qu'il n'y en avait pas il y a 5-6 ans. Enfin, on n'en parlait pas alors que tout d'un coup, c'est devenu une sorte de créneau. Et c'est surtout, je voudrais pas que par stock dormant, on parle des stocks par exemple que le fournisseur de tissus n'arrive juste pas à vendre. Voilà, c'est juste pour attirer votre attention là-dessus parce que moi-même, ma réflexion n'est pas arrêter sur le sujet, j'aurais besoin de questionner pas mal de gens du secteur pour me faire une idée davantage claire sur le sujet, pour comprendre un petit peu mieux ce qui s'y joue, parce que c'est vrai que on le lit de plus en plus, stock dormant, d'où ça vient exactement, à quoi ressemblent les fournisseurs de stock dormant, puisqu'il y a des fournisseurs qui se spécialisent là-dedans, où est-ce qu'ils se fournissent, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de se faire un petit peu entourlouper là derrière, enfin bon voilà, gardons l'œil sur cette histoire de stock dormant. Au niveau des prix, c'est vrai que j'en ai pas parlé jusque-là, mais 49€ pour quelque chose qui a été produit dans de bonnes conditions, notamment en France, c'est extrêmement peu cher. On ne nous dit rien sur l'atelier à Paris,
Donc c'est vrai qu'on n'a pas d'informations. Et au niveau des tailles, ça va du 34 au 50, ce qui est franchement pas mal du tout. Ensuite, cette blouse blanche en gaze de coton. On est sur du 100% coton qui est certifié Ecotex, mais toujours pas sur du coton bio. Le tissu provient d'une fin de rouleau. Enfin, vous voyez, c'est ce que je vous dis, sourcé en France. L'atelier de confection de la blouse est situé à Paris. Il s'agit de l'atelier chantier d'insertion La Main Fine. La production n'est pas industrielle mais intégralement artisanale. Toutes les finitions boutonnières incluses ont été faites à la main. Après, sur cette phrase, la production n'est pas industrielle mais intégralement artisanale, je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire par là, parce que pour avoir visité quand même pas mal d'ateliers de confection, j'ai une seule fois vu une machine qui faisait elle-même une couture. C'était pour des jeans et vraiment pour une couture bien particulière, mais en fait c'est vraiment particulier à l'industrie textile, c'est que il n'y a pas de chaîne comme ça industrielle quoi. Il y a forcément des gens alors qui travaillent un petit peu à la chaîne quelque part, puisqu'il va y avoir quelqu'un par exemple qui va être en charge de faire tel ourlet, puis quelqu'un qui va être en charge de mettre l'étiquette, puis quelqu'un qui va être en charge de faire ci, de faire ça, mais il y a toujours des mains, c'est toujours artisanal, la mode, même la mode de Shein, même la mode de Primark, etc. Ces vêtements-là, qui nous sont jetés à la figure tellement ils sont peu chers, sont fabriqués par des êtres humains, avec leurs mains, avec leur temps, et c'est bien pour ça que ça pose problème. Alors ça c'est une veste en velours côtelé. Qu'est-ce qu'on nous dit? On est donc sur une matière 98% coton bio, certifié KBA, label que je ne connais pas, donc j'irai voir ça, 2% élastane, et on est sur un velours allemand de chez Cosra, qui est une maison bicentenaire, comme ils nous disent. C'est donc un velours qui nous vient d'Allemagne, et une production qui est faite dans le nord du Portugal, dans un atelier certifié GOTS. Ça c'est un label, on peut s'y fier à celui-là. Si l'atelier est certifié GOTS, c'est que vraiment on peut y aller les yeux fermés. Et donc au niveau de ce label certifié KBA, je vais aller regarder. Mais c'est quoi? Enfin, pourquoi personne n'en parle? Label KBA coton. Je trouve pas grand-chose, voire rien du tout sur KBA. Je sais pas, c'est bizarre. Je ne sais pas ce que c'est du coton certifié KBA. Pourtant, la marque Kotlé, la marque avec laquelle Honest Mind a fait la collab, ils en parlent. Ils disent qu'ils utilisent du coton qui est certifié KBA et du coton qui est certifié GOTS. Mais je ne sais pas ce que c'est, je ne trouve rien sur cette certification. Le body rose blossom, ça c'est en collaboration avec la marque Bot qui est une super marque inclusive. Donc on est sur de la dentelle italienne, 88% polyamide recyclé, 12% élastane recyclé. Toutes les matières sont certifiées Ecotex Standard 100, très important quand on parle de lingerie, n'est-ce pas? Et pour la fabrication, c'est fabriqué en France dans un atelier à Poitiers par des couturières aux doigts de fée. Là franchement on est sur le top du top, mais la marque Bot de toute manière c'est une marque au top du top. Continuons. Les pantalons et jeans par exemple, qu'est-ce qu'on a? Le jean droit clair en collaboration avec la marque Sobo. Je ne connais pas cette marque. Alors, on est sur du 98% coton, 2% élastane. Donc à nouveau, on n'est pas sur du coton qui est certifié. C'est normal de retrouver un petit peu d'élastane quand on parle de jean. Ça va dépendre de la coupe. Il y a évidemment des coupes qui n'ont pas besoin d'élastane. Mais en fonction des coupes, si c'est plus ou moins près du corps, etc. Et puis pour que ça puisse suivre aussi un petit peu la morphologie qui peut changer au cours de la vie. Hein. Ce petit pourcentage d'élastane, il permet ce confort-là. Et au niveau de l'origine, ah d'accord, on n'est pas sur du coton bio, mais c'est quand même du coton qui vient de Grèce. Vous vous rappelez, on en parlait dans la vidéo sur Hôtel Mafouf. Et au niveau de la fabrication, on est donc sur du 100% made in France avec la confection qui se fait à Lyon. La robe noire longue dos nu, ça c'est avec une petite marque qui s'appelle Circé, que je connais aussi. La matière provient de rouleaux de tissu issus de fin de stock. Il est précisé que l'assemblage est fait à Toulouse par Claire, la fondatrice de la marque. Donc là, on est vraiment pour le coup dans un côté artisanal puisque c'est la fondatrice de cette marque qui fait elle-même le produit. Là, pour le coup, on peut dire que c'est artisanal. Bon allez, le dernier, j'y vois plus clair du tout. Ah, une doudoune, rupture de stock. La polaire, berre blanche et verte unisexe. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? 100% polyester recyclé, certifié GRS. Ça, le label GRS, c'est le meilleur label que vous puissiez chercher et trouver d'ailleurs.
pour tout ce qui va concerner le recyclage. Ça vous garantit en fait qu'il y a au moins 50% des fils utilisés pour le tissage qui sont bien recyclés. Et ça va même un peu plus loin puisque ça vient garantir aussi tout un tas de process environnementaux et sociaux. Donc en plus de ça, ça vient garantir que le tissu a été produit dans de bonnes conditions. Et c'est ensuite une polaire qui est une polaire et cette polaire elle est ensuite confectionnée en France. Bon franchement je pense qu'on peut s'arrêter là et je pense que on est plutôt content. Au niveau de la démarche, moi je la trouve exemplaire et courageuse. Je trouve que ça apporte réellement quelque chose. Ça a une influence positive et c'est ce qu'on cherche. Le fait de mettre en avant des petites marques qui essayent de changer les choses et de bien faire les choses, je trouve que c'est le meilleur business model que Marie aurait pu choisir pour une marque de vêtements. Au niveau du choix des partenaires, je trouve que les choix sont judicieux, même si voilà, le coton n'est souvent pas certifié, il y a quand même pas mal de synthétique, mais il est systématiquement recyclé ou issu de stocks dormants. Mais il faut mettre en parallèle de ça le prix qui reste quand même relativement abordable, donc forcément c'est toujours comme ça, hein. Pour fixer un prix qui soit relativement bas, il faut forcément faire des compromis à un moment donné. Mais ce qui est bien, c'est que les compromis, ils sont pas faits au détriment des ouvriers sur les chaînes de production. J'ai quand même l'impression qu'il y a un réel accent qui est mis sur le choix des fournisseurs. À quelque part, c'est peut-être pas le choix de Honest Mind, mais en tout cas, ils font le choix de travailler avec des partenaires qui travaillent avec des ateliers, des usines qui sont soit labellisés, soit locales. Bref, on en revient toujours au même point. L'important, c'est pas d'être parfait, c'est réellement d'être en chemin, et c'est d'autant plus important quand on a l'influence qu'a Marie, parce que ça donne envie peut-être à d'autres gens de se mettre aussi en chemin. Ça plante peut-être quelques petites graines et peut-être que les gens qui seront mis en face de ces informations-là vont avoir envie d'en savoir davantage et vont peut-être se mettre petit à petit à modifier leur comportement de consommation. Et franchement, c'est génial si ça peut marcher comme ça. On tape beaucoup sur les créateurs de contenu et surtout sur ceux qui s'expriment, sur ceux qui font face comme ça à des contradictions, mais qui n'en a pas des contradictions. On les félicite pas assez souvent, je pense. Et là, encore une fois, même si c'est pas parfait, ça me semble réellement aller dans la bonne direction. Donc bravo Marie et merci encore une fois de porter tous ces sujets. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quel est votre avis là-dessus. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, évidemment, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.